Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Déception globale autour des publications semestrielles, un bilan pour le moins mitigé, des résultats en baisse, des croissances inférieures aux attentes. Bonjour Christopher Demby. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business pour commenter tout ça. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Christopher, globalement, les boîtes vont vouloir oublier ces publications assez vite et passer à autre chose, non ? Oui, on a eu effectivement quand même une saison un peu compliquée. On l'a vu en bourse, beaucoup de volatilité à cet égard. Alors il y a un élément qui est fondamental et qu'on voit au niveau de tous les secteurs d'activité, c'est vraiment qu'il y a un ralentissement de la consommation. Je vous donne un cas qui est assez parlant, c'est notamment un fournisseur de McDonald's qui est spécialisé dans les pommes de terre. Ils se sont dit, effectivement, on a vu une très très forte baisse de la demande de la part de McDonald's. McDonald's a confirmé notamment parce qu'eux aussi ont mis en avant cet aspect-là. Et surtout, peut-être le point qui est intéressant, c'est que cette entreprise, et c'est pas la seule d'ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité on voit la même chose, anticipe une baisse de la consommation dans les mois à venir et probablement en 2025. Donc on est sur un scénario plutôt un peu de ralentissement. Le point qui est important, c'est malgré tout, on n'est pas sur un ralentissement de la consommation extrêmement abrupt. À mon avis, surtout ce qui est essentiel de prendre en considération, c'est que le marché était peut-être un peu trop optimiste. On considérait qu'on était à peu près sur la même dynamique que lors des derniers résultats trimestriels. La réalité, c'est que juste un exemple américain, on sait que l'épargne Covid a été complètement utilisée en avril, donc effectivement ça s'impacte sur les résultats de deuxième trimestre, donc c'est un élément qui va être à prendre en considération. Encore une fois, le marché semble un peu paniqué, on l'a vu aujourd'hui encore Tokyo qui a chuté de 5%, donc extrêmement massif, mais le point qu'il faut prendre en considération, c'est que la lame de fond, c'est le ralentissement de la consommation, pas d'inquiétude, c'est finalement assez normal au niveau du cycle. En revanche, c'est amplifié par la saison estivale, on sait très bien qu'on a beaucoup plus de volatilité en cette période, une baisse des volumes, les algorithmes de trading ont un rôle plus important. Et le dernier point qui, on verra si j'ai raison ou pas, dans les semaines à venir, qui me paraît assez important, c'est que pendant la saison des résultats, vous avez la période de blackout. Et donc pendant cette saison-là, vous avez notamment une baisse des rachats d'actions, en moyenne de 30%. Donc on sait que encore pendant une semaine, 2 semaines, on va avoir cette baisse des rachats d'actions. Et je le rappelle, finalement, la montée des bourses, donc américaines et au niveau global, c'était quoi ? C'était la tech, Nvidia, et c'était également les rachats d'actions qui est la lame de fond haussière. Donc j'espère, on le verra probablement dans 15 jours, qu'avec la reprise des rachats d'actions, on retrouve une dynamique un peu meilleure que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et oui, parce que si on regarde par rapport à l'année dernière, les entreprises du CAC 40, elles ont pour l'heure dégagé 14% de bénéfices en moins sur ce premier semestre par rapport à la même période l'an dernier. Bon, on voit que le CAC 40, il a malgré tout plutôt bien résisté jusqu'à hier, où il a perdu plus de 2% et s'est éloigné des 7500 points. Mais au global, on voit sans grande surprise, donc ce sont les valeurs cycliques qui souffrent et les défensifs qui s'en sortent mieux. Rentrons un peu plus dans le détail. Prenons le luxe, puisqu'on avait commencé cette grande série de résultats avec LVMH. On parlait de la consommation. Là, c'est bien le signal qu'il y a un problème de consommation, notamment du côté de la Chine pour LVMH. Il y a un vrai problème au niveau du luxe. Je pense qu'il faut être... Sauf Hermès. Oui, voilà, il y a une exception. Et on a les habituels qui sont en difficulté comme Kering. Je pense qu'il faut être assez humble concernant le luxe et personne n'anticipait un tel ralentissement. Puisque finalement, au niveau des derniers résultats trimestriels, on avait toujours cette thématique chinoise qui était présente, à savoir que la Chine ralentissait, mais on avait pu constater dans quasiment tous les grands acteurs qu'ils avaient réussi à contrebalancer, ils avaient eu plus de ventes et une hausse du chiffre d'affaires dans d'autres zones, notamment la zone Amérique. On l'a vu très nettement sur pas mal d'acteurs lors des derniers résultats trimestriels et on anticipait que ça allait continuer de compenser dans les trimestres à venir. Donc là, on a eu tort, le consensus a eu complètement faux à cet égard. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont très dépendants de la Chine. Il y a malheureusement qu'un signal positif du côté chinois. Le gouvernement chinois ne souhaite pas mettre davantage l'accent sur la consommation. On a eu le 3e plénium qui a eu lieu, il n'y avait pas d'éléments à cet égard. On a aussi une Chine qui fait face à une crise bancaire silencieuse, donc ça reste compliqué en termes de dynamique. Il n'y aura pas de grandes mesures de relance cette année, même s'il y a les 75e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine en octobre, donc on aurait pu se dire peut-être ils veulent des meilleures statistiques. Donc pour le secteur du luxe, c'est un peu compliqué à court terme. En revanche, ça reste en bas de portefeuille toujours très intéressant. Vous parliez d'Hermès qui est un bon exemple, LVMH aussi, même avec la baisse, c'est plutôt une valeur qui peut être intéressante à l'achat. C'était une valeur refuge après le Covid. C'était la valeur refuge classique après le Covid. Je pense que ça reste une valeur refuge sur une vision long terme. Ces grands acteurs du luxe, à part Kering qui a un vrai problème en interne, les autres finalement se portent plutôt très bien sur du long terme. Donc il ne faut pas exagérer pour moi c'est un accident de parcours concrètement ce qui se passe sur le luxe. Je vous propose quoi ? L'automobile, la santé ? L'automobile. On a eu Renault Stellantis, Renault qui s'en sort mieux que Stellantis pour le coup.
Oui, il y a une dichotomie, on le voit très bien, même s'il y a une lame de fond entre tous les acteurs, notamment les acteurs européens, c'est qu'il y a ce sujet de l'électrique. Alors on le voit, hein, quand même, les constructeurs reviennent un peu en arrière, ils se rendent très bien compte que les objectifs européens qui sont mis en place sur l'électrique vont pas être respectés, que il n'y a pas la demande, qu'il y a la demande uniquement, c'est derrière, il y a des subventions étatiques, et bien sûr, c'est pas continu à cet égard. C'est cher, voilà, c'est cher. C'est trop cher. Concrètement, c'est trop cher. C'est trop cher. En face, vous avez une concurrence chinoise qui est ultra dominante parce qu'elle est ultra subventionnée. Donc finalement, l'effet prix pour eux ne compte pas, étant donné que c'est largement subventionné. Et sur certains acteurs, on a vu, notamment européens, qu'il y a une difficulté à aller sur le marché américain. On avait quelques acteurs, notamment français, qui espéraient compenser un peu en allant sur le marché américain. Ça n'a pas réussi. Ceux qui s'en sortent pas trop mal ont réussi finalement à ne pas avoir des volumes de vente en diminution, mais le prix restait relativement élevé, donc ça a permis de compenser. Mais c'est vrai que ça reste compliqué, et notamment sur l'automobile. Autant sur le luxe, je disais, pour moi c'est un excellent parcours, autant sur l'automobile c'est un problème structurel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme choix aujourd'hui, et l'électrique qui est poussé par le politique, les industriels se rendent compte que ce n'est pas le bon choix, mais bon, il y a cette pression politique, donc ça va être compliqué, je pense, dans les années à venir. Oui, qu'il n'y a pas sur une industrie comme le luxe, en tout cas pas du tout dans la même mesure. Non, après bien sûr, autant le luxe, ça reste survalorisé si on regarde ces éléments-là. Le secteur automobile, c'est très nettement sous-valorisé. Ça fait partie au niveau européen des secteurs les plus sous-valorisés avec le bancaire et financier. Mais c'est pas parce que c'est sous-valorisé que ça veut dire que demain ça va bien s'en sortir. Un mot sur la santé. On va prendre deux valeurs. Il y a Sanofi, Eurofins. Eurofins, on avait reçu le patron, directeur général délégué il y a quelques jours. Ça tient bien chez Eurofins, qui maintient le cap, le laboratoire d'analyse, qui confirme ses objectifs au moment où il est à cible d'attaque du vendeur à découvert Muddy Waters. Alors ça l'a ébranlé, mais malgré tout, les publications sont bonnes. On est sur un secteur d'activité qui est... Alors, ça reste un secteur volatile, et puis il faut faire la distinction entre les grands acteurs pharmaceutiques et la biotech, où là c'est un tout petit peu plus volatile, mais la lame de fond, elle reste identique, c'est-à-dire que c'est des secteurs qui innovent énormément. Il y avait des interrogations, alors pour plus les petits acteurs, sur est-ce qu'ils vont avoir des capacités financières derrière cela, on le voit qu'ils en ont derrière. Il y a aussi un moment qu'on attend, alors sans être trop sur les effets de mode, mais il y a un moment sur la pharmaceutique et sur les biotech qui va être important, c'est le moment de l'IA. On le commence à le voir. Aujourd'hui, vous avez notamment sur les éditions de génome qui peut-être couplées à de l'IA vont potentiellement pouvoir faire des avancées extrêmement importantes dans l'agriculture. Donc, il y a énormément de potentiel sur ces secteurs d'activité. C'est pas particulièrement abordable en termes de prix, en tout cas pas tous, même s'il y a eu une décote sur les biotech, mais effectivement, ça fait partie des secteurs dans les trimestres à venir qui devraient plutôt bien s'en sortir. Sanofi qui s'en sort bien aussi, et on apprend que Sanofi aujourd'hui choisit l'Allemagne plutôt que la France pour sa nouvelle usine à plus d'1 milliard. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. L'énergie, on a Total avec des résultats financiers qui se normalisent après des profits records. Bon, là, c'est retour à la normale. Un dernier mot en quelques secondes sur ST Micro. Là, par contre, ST Micro durement touché, résultat bien en deçà des prévisions, pénalisé par le ralentissement de l'industrie automobile, dont on vient de parler, c'est connecté, qui abaisse à nouveau ses objectifs annuels. Là, c'est quand même difficile. Ça va être compliqué dans les prochains trimestres pour ce type d'entreprise, et notamment globalement sur le secteur d'activité. Et c'est là où un secteur, on sait, disons d'ici la fin d'année, il va subir très nettement le ralentissement de la demande. Donc, à mon avis, peut-être deuxième partie 2025, ça pourrait s'améliorer si on a des mesures de relance qui pourraient aider un peu ce secteur. Les investisseurs, ils se tournent vers les banques centrales maintenant. On attend la Fed, ça sera en septembre pour les taux. Banque centrale et Nvidia, ça reste quand même important. Mi-août, les résultats. Globalement, si on a les rachats d'actions et des bons résultats de Nvidia, à mon avis, on aura une reprise du marché. Si Nvidia déçoit, ça va être un peu plus compliqué ce démarrage. Est-ce qu'on attend aussi la politique américaine, le résultat de l'élection ou pas pour prendre des décisions? C'est un peu éloigné. C'est trop éloigné. Et surtout, objectivement, je vais être très prudent sur les paris, c'est-à-dire quelle classe d'actifs choisir, si c'est Trump ou Kamala Harris. En règle générale, ça marche assez mal ce type de paris. Donc ça, on l'écarte. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci beaucoup. Au cœur de l'été avec nous, Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.